Laurent Fabius, nous rentrons de Kiev après l'investiture du président Porochenko. Vous l'aviez déjà vu hier à Bénouville avec le président Hollande pour cette entrevue improvisée mais finalement réussie entre Poutine et Porochenko. Ils ont décidé, en tout cas émis le souhait d'aller vers un cessez-le-feu. Comment ça peut marcher? Ce qui s'est passé ces 3 derniers jours, c'est possiblement le début d'une désescalade. C'est ça qu'il faut avoir à l'esprit. Bon, hier, aujourd'hui d'abord, l'intronisation du président Porochenko qui change un peu la donne. Bon, à partir du moment où vous avez un président élu au premier tour, désormais légitime, ça lui donne une capacité d'action qui n'existait pas avant. Bien. Et puis, ce qu'on a vu hier en Normandie, préparé notamment par la France, c'est-à-dire le dialogue établi. Jusqu'à présent, il n'y avait eu aucun dialogue entre Porochenko et Poutine. Et nous avons travaillé pour que ça ait lieu. Ça a eu lieu. Ça a été dur d'ailleurs. Ça s'est fait quand Concrètement, d'abord, François Hollande avait invité à dessein Porochenko et Poutine. Ouais. Bon, on n'était pas sûr qu'ils allaient pouvoir se rencontrer, mais Au moins ils étaient là. Au moins ils étaient là. Bon, alors après, les choses ont beaucoup avancé. Au dîner des jeudis soirs, la conversation avec Poutine est portée essentiellement sur l'Ukraine. Et puis à la fin de la conversation, le président français a dit, bon, M. Porochenko est là demain. Moi je souhaite qu'il puisse y avoir un dialogue. Est-ce que ça vous paraît possible? Poutine a dit, écoutez, vous êtes l'hôte, donc bon. À partir de ce moment-là, nous avons joint Porochenko dans la nuit et également Mme Merkel, parce que François Hollande souhaitait inviter aussi Angela Merkel. Et donc ça s'est fait le matin, enfin à l'heure du déjeuner. Ça a été assez rapide, une vingtaine de minutes, mais c'était important. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il y a devant nous? Il y a cette question du cessez-le-feu qui est primordiale parce que les combats continuent. Il y a, et donc les discussions devraient commencer là dans les heures qui viennent. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'il fonctionne ce cessez-le-feu? Il faut que, comme son nom l'indique, de part et d'autre, il y ait un arrêt des combats, c'est-à-dire à la fois du côté des autorités ukrainiennes et du côté des séparatistes pro-russes. C'est pas très facile à obtenir parce que, bon, il y a une atmosphère dans l'Est qui est très, très, très pénible. Bon. Et encore hier, il y a eu un avion qui a été abattu. Donc il y a l'aspect cessez-le-feu. Pourquoi impliquer Poutine alors qu'il explique qu'il n'y a pas de soldats à lui en Ukraine de l'Est et qu'en gros c'est un problème ukrainien? Il l'a encore répété dans la dernière interview. Oui, mais quand les séparatistes s'appellent eux-mêmes pro-russes, les Russes ne peuvent pas être en dehors de cette affaire. Vous n'avez pas un peu l'impression que Poutine nous balade dans cette affaire? Je pense qu'il n'y a pas de naïveté ni d'un côté ni de l'autre. C'est pour ça que je parle du début d'une désescalade possible. Il faut confirmer tout ça. Et là-dedans, la France, dès le début, a été, continue d'être un facilitateur de paix. C'est notre rôle. Le discours du président Porochenko a été très, très musclé, très pro-européen. Il a mentionné l'Europe à plusieurs reprises. Le destin de l'Ukraine est européen. Est-ce que vous ne croyez pas que sur cet accord d'association avec l'Europe, il serait sage de tempérer un peu, peut-être de différer la date, au moins pour arranger les choses avec les Russes? Alors, sur l'aspect pro-européen, ça c'est une conviction de M. Porochenko, qui dit les gens qui ont voté pour moi ont voté pour un rapprochement entre l'Ukraine et l'Europe. Notre position, c'est de dire quoi? L'Ukraine est en Europe. Bon. Mais l'Ukraine devrait avoir de bonnes relations à la fois avec l'Union européenne et avec la Russie, parce que l'Ukraine est à côté de la Russie, la géographie elle est là. Et là c'est un discours très, non seulement pro-européen, mais pro-Union européenne. Et peut-être encore davantage que ce que les pays de l'Union européenne sont prêts à accepter, parce que lorsque vous voudriez d'une Ukraine dans l'Union européenne? Non, lorsque M. Porochenko dit c'est la première étape d'une Ukraine membre de l'Union européenne, quand j'en discute avec mes collègues, mes partenaires, les affaires étrangères de l'Union européenne, il n'y a pas de majorité pour ça aujourd'hui, ça c'est clair. Ouais, personne ne veut. Enfin, pas personne, mais il n'y a pas. Bon, il se situe probablement à moyen terme. Il y a un autre sujet qui crispe
Vladimir Poutine. Il l'a dit dans l'interview aussi lorsqu'il est venu, c'est l'OTAN. Il a le sentiment que si l'Ukraine se rapproche de l'Union européenne, elle va se rapprocher aussi de l'OTAN. Est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à désamorcer aussi cette question? Oui, mais ça c'est un paradoxe parce que, en fait, quand je fais le tour, encore une fois, de mes collègues, de ce qui est appelé l'Ouest, personne ne souhaite que l'Ukraine soit membre de l'OTAN. Personne? Les Américains non plus? Non, je n'ai pas entendu les Américains dire il faut que l'Ukraine soit dans l'OTAN. Et ce n'est même pas d'ailleurs une revendication non plus de M. Poroshenko. Mais en revanche, c'est très redouté par les Russes. Les Russes Oui, ils disent le toujours, croient. bon. Mais ce n'est pas parce que les Russes ils sont hostiles que nous devons nous mettre à y être favorables. Je veux dire, bon, et donc c'est un Autant peu... leur dire les choses. Pourquoi pas? Et c'est un peu comme la question de la reconnaissance du président Poroshenko. Au cours des derniers jours, il y a eu toute une discussion, et il faut que Poutine reconnaisse le nouveau président. Mais à mon avis, c'était quasiment un faux problème, puisque à partir du moment où Poutine avait dit, vous ne pouvez pas faire autrement, bon, il y a des résultats, 50 et quelques pourcents au premier tour. D'autre part, j'envoie un ambassadeur, plutôt, je renvoie le même ambassadeur, mais pour assister, etc., à la cérémonie d'investiture de Poutine, de Poroshenko. D'autre part, je discute, ce qui a été fait hier en Normandie. Bon, la question de la reconnaissance, elle ne se pose pas, c'est une évidence. Donc pour les Russes, Poroshenko c'est le président et ça n'est pas un problème. Bien sûr. Hier, la discussion entre Poutine et Poroshenko, c'est pas la discussion entre le président russe et quelqu'un rencontré par hasard. Évidemment. Bon. Barack Obama s'est montré encore une fois très à cheval sur la question des Mistral en disant il ne faut pas que la France livre ses bâtiments à la Russie. Qu'est-ce qu'on fait? On écoute Obama ou on continue et on vend ces Mistral et on les livre? Vous avez remarqué que la France était une puissance indépendante? Oui, ça ne m'avait pas échappé. Très bien, je vous le Donc confirme. on va les livrer. Je vous le confirme. Il y a un contrat qui a été signé en 2011 par le précédent gouvernement, le précédent président, mais donc il y a déjà maintenant plus de 3 ans. Ce contrat a commencé d'être largement exécuté, puisque le premier bateau est prêt. Il a été largement payé. Il correspond à des centaines et des centaines d'emplois. Et en plus, la France, comme d'ailleurs les États-Unis, la Russie et d'autres, honorent ces contrats. Donc voilà. Alors, Si Poutine en veut d'autres, des Mistral, on lui les vend aujourd'hui? On n'est pas là. Ce que nous souhaitons... Imaginons, sur le principe. Déjà, traitons les problèmes aujourd'hui. Ce que nous souhaitons et ce que nous espérons, c'est que en octobre, au moment où les décisions juridiques devront être prises, la désescalade aura été encore plus effective. On voit que les choses s'arrangent quand on parle à Poutine. Est-ce que ça veut dire qu'il faut le réintégrer dans le G8? Aujourd'hui, non, la question n'est pas posée ainsi. Et d'ailleurs, je pense qu'il était bénéfique que le G8 devienne G7, parce que le président Poutine est comme d'autres. Il essaye d'avancer, et si on ne souhaite pas qu'il avance sur des terrains qui nous paraissent inacceptables, il faut à un moment mettre des barrières. Et le fait que le G8 soit interrompu a été une de ces barrières. Mais en même temps, on ne va pas déclarer la guerre à la Russie, ça n'a pas de sens. Donc, il y a 2 bornes extrêmes entre lesquelles il faut agir. Une borne qui serait « on ne fait rien ». Non, c'est impossible, il faut réagir. Et une autre borne, on déclare la guerre. Ça n'a pas de sens. La diplomatie doit se frayer un chemin entre ces 2 bornes. Merci beaucoup. Merci à vous.